Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans les titres de ce journal, samedi tragique dans l'arrondissement de Moncpa, commune de Savalou. 8 personnes, dont 2 agents de police, ont trouvé la mort dans des affrontements avec des fidèles d'un courant religieux ce 29 janvier 2022. À suivre dans ce journal les explications de la police républicaine. Les centrales et confédérations syndicales ne veulent pas d'une revalorisation de salaire sans impact sur la vie des travailleurs. Après l'annonce du chef de l'État de revaloriser les salaires des travailleurs cette année 2022, les responsables syndicaux formulent quelques exigences au gouvernement. Les détails dans quelques instants. Et puis l'université d'agriculture de Kétou livre une dizaine de nouveaux diplômés aptes et aguerris pour servir sur le terrain. De nouveaux docteurs de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau. Ce grade leur est décerné après des soutenances de thèse. Bienvenue à toutes et à tous. Comment cela a-t-il pu se produire? C'est la question qu'on se pose après ce malheureux événement survenu hier samedi dans la commune de Savalou. 8 morts au total selon les estimations dans un affrontement entre policiers et fidèles d'une secte installée dans le hameau Koganji, 6 à 3 km de Moncpa. À l'origine, l'interpellation du gourou de la secte, auteur de plusieurs actes répréhensibles. Le porte-parole de la police républicaine apporte des clarifications et des précisions sur les faits au cours d'une déclaration de presse ce dimanche 30 janvier. William Aguiar et Bruno Joteko étaient présents. Suivons ensemble les propos de Roger Tawes. Courant décembre 2021, la population de Moncpa a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël Aouyan, ayant pour gourou le sieur Podikon Mesme. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité, sur autorisation expresse, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré dans un premier temps 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Moncpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse
où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux, les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Et vous pouvez suivre l'intégralité de cette déclaration de presse de la police républicaine juste après le journal. Comment les douanes contribuent-elles à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités? Le 26 janvier de chaque année, les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier sont mis en lumière. La journée mondiale des disciples de Saint-Matthieu, c'était mercredi dernier. La transformation digitale de l'ensemble de l'administration douanière est au cœur de la célébration à Cotonou cette année. Marcel Arrossi s'y est intéressé. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est à cela que l'Organisation mondiale des douanes dédie l'année 2022. Ce thème, le Bénin, semble bien l'inspirer. En effet, ce thème est en totale adéquation avec l'ensemble des réformes que nous pouvons constater au Bénin depuis déjà quelques années. Bénin Contrôle s'engage, monsieur le DG Douane, pleinement à vos côtés. L'écho de la transformation digitale en cours au Bénin retentit déjà au-delà des frontières béninoises et même celles africaines. C'est ainsi, vous vous en souvenez, que nous avons reçu la visite de plusieurs délégations étrangères curieuses de voir et de comprendre ce qui se passe au Bénin en matière de digitalisation. Je voudrais citer la Mauritanie, le Niger, le Népal, le Congo-Brazzaville et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, délégation du port d'Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. C'est ici le moment d'évaluer le chemin parcouru dans la modernisation de l'administration douanière, occasion de réaffirmer la détermination à relever encore de grands défis. En somme, la douane béninoise est devenue un enrichissant laboratoire pour une administration douanière africaine moderne. Ces 5 dernières années, le gouvernement de la République du Bénin a résolument engagé l'administration douanière dans des réformes qui visent la digitalisation des services et l'adoption de normes de gestion conformes aux meilleures pratiques observées sur le plan international. À fin décembre 2021, les recettes douanières collectées s'élèvent à 440 milliards 479 millions de francs CFA pour une prévision annuelle de 436 milliards, soit plus de 100% de taux de réalisation. Et d'une journée à une autre, la 4e édition de la Journée internationale de l'éducation est célébrée hier samedi à Porto Novo. Une célébration sur des recommandations visant à accompagner le gouvernement dans sa vision. Une causerie débat a réuni divers acteurs du secteur de l'éducation, tant du public que du privé, en présence de Firmin Bassao et Brice Rongbo. Une vision pour transformer l'éducation au Bénin. Cette causerie débat qui réunit experts et diverses compétences dans le domaine de l'éducation. C'est à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale de l'éducation célébrée en différé à Porto Novo. Face aux enjeux actuels de l'éducation, Reine Oussou Panou, l'initiatrice de l'événement, en collaboration avec la Fondation de l'Alliance et le Cercle d'expertise, de formation, d'accompagnement social et d'éducation entendent apporter leur contribution
dans la transformation positive de l'éducation au Bénin. Aujourd'hui, 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent à peine leur scolarité secondaire et près de 4 millions de jeunes sont des réfugiés. Face à ces inégalités criantes, doit-on continuer sur une voie non durable ou bien changer de cap? C'est cela l'initiative de ce jour. L'éducation est l'échelle de concrétisation de tous et de tous les autres besoins de l'homme. On s'éduque ou on doit être éduqué pour se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. À travers cette causerie débat, aux allures d'un mini-colloque sur l'éducation, Porto Novo se veut être le porte-flambeau d'une initiative dont les conclusions resteront longtemps gravées dans les annales de l'histoire. À l'occasion, plusieurs acteurs de l'éducation se sont vus distingués. Et puis au terme des travaux de panel animés à l'occasion de cette journée, les participants ont formulé quelques recommandations. La substance est présentée ici par Claire Onsounou, porte-parole des participants. Nous invitons donc instamment le gouvernement béninois et les diverses autorités impliquées dans le système éducatif à l'appui des parlementaires, améliorer le budget à allouer à l'éducation et à garantir une utilisation économiquement efficace des ressources. Nous appelons la communauté internationale, aussi la communauté nationale, à tenir ses engagements politiques et financiers. La participation de la société civile et des autres parties prenantes, notamment les parents d'élèves, je veux dire les différentes organisations des parents d'élèves, les partenaires sociaux, dont les jeunes également, dans la prise des décisions et dans le suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation dont doit jouir chaque enfant, y compris localement. On s'intéresse à présent à cette nouvelle vague de docteurs sur le marché de l'emploi et de la recherche scientifique. Plus d'une dizaine de docteurs formés à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau soutiennent leur thèse de doctorat à l'université d'agriculture de Kétou. C'était jeudi dernier, un événement qui a connu la présence des acteurs du monde universitaire et de Firmin Bassao et Brice Rongbo. 22 doctorants au départ, ils ne sont plus que la moitié à l'arrivée. La toute première promotion de docteurs, entièrement formée à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau, créée au sein de l'Université nationale d'agriculture de Kétou il y a seulement 3 ans, tient ainsi le pari. Doctorantes et doctorants, si je compare notre école doctorale à une famille, je dirais que vous êtes les tout premiers bébés que nous ayons eu l'heureuse joie d'accueillir il y a quelques années. En cela, je salue votre abnégation à survivre aux aléas de nos programmes de formation respectifs. Les thèmes abordés par les travaux sont variés et touchent en l'occurrence tout le secteur agricole. Des thématiques qui ont pour objectif ultime de s'attaquer aux problèmes du monde rural en vue de soutenir l'économie béninoise dont la base demeure l'agriculture. Différentes thèses, au-delà de leur contribution globale au progrès de la science, doivent donc aboutir à la mise au point des techniques, des méthodes, des technologies novatrices ou la conception de matériel et outils nouveaux susceptibles de contribuer efficacement au développement du secteur agricole. Je voudrais saluer l'Université nationale d'agriculture dans ses efforts à assurer l'adéquation entre la recherche, la formation et l'emploi dans le domaine agricole et les besoins de développement en la matière. L'Université nationale d'agriculture de Kétou met ainsi sur le marché une nouvelle génération de scientifiques et de techniciens capables de promouvoir des innovations technologiques de proximité, des ambassadeurs dignes du monde agricole.
Venons-en à présent à cette démarche des centrales syndicales à l'endroit du gouvernement. J'en parlais tantôt en titre. Le salaire doit permettre aux travailleurs de satisfaire l'ensemble de ses besoins. C'est ce que défendent les centrales et confédérations syndicales. Elles donnent de la voix. La hausse des salaires annoncée par Patrice Talon doit impacter positivement la vie des travailleurs. Les détails avec Jocelyne Senaou et Yves Agodopessi. La séance s'inscrit dans le cadre de la revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement. Après réflexion avec des experts, les secrétaires généraux sont montés au créneau pour exposer les tenants et aboutissants de cette décision gouvernementale. Puisqu'il est prévu que le gouvernement nous rencontre pour discuter de cela, il faut que nous nous préparions. Nous avons alors décidé de nous retirer à Ouida. Nous sommes sortis un peu plus outillés, un peu plus aguerris. Voilà quelqu'un qui veut faire un match, qui annonce le match. Je veux jouer avec les confédérations. Je veux faire un match avec elles. Je veux discuter avec elles. À quel moment allons-nous faire les négociations avec le gouvernement pour enfin savoir ce qu'il nous propose en termes de revalorisation des prix? Suite à la flambée des produits de première nécessité, des approches de solutions ont été proposées. On doit faire en sorte que ça ne soit pas une menace aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Les éléments doivent permettre de protéger le pouvoir d'achat. Et protéger le pouvoir d'achat, ça suppose que lorsqu'on a trouvé la clé pour faire évoluer le salaire, on doit trouver la clé pour contenir l'inflation. En attendant la rencontre prévue avec le gouvernement, les secrétaires généraux s'activent pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs. En attendant, présentation de vœux à l'université d'Abomey-Calavi, c'était vendredi dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Enseignants, étudiants, personnel administratif, technique et de service ont fait le déplacement pour sacrifier à la tradition. Marcel Arrossi et Bernold Djogbe pour le compte-rendu. Cette rencontre, qui se veut toujours spéciale et exceptionnelle, se renouvelle pour un bilan effectif de l'année écoulée et les perspectives pour celle qui commence. Notre principale préoccupation concerne le contexte socio-économique tendu qui nous impose à la fois la vigilance et responsabilité. Soyons aimables et sincères et la main dans la main, nous ferons grandir davantage notre institution commune qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Quant aux attentes et besoins exprimés par l'ensemble du personnel universitaire, la réponse ne tarde pas. Je puis vous assurer que je porterai à juste attente la considération et la bienveillance que les moyens et le mode de gouvernance actuel autorisent. Vous le savez en effet, le mandat de l'actuelle équipe électorale s'insère dans une dynamique particulière. Cette dynamique est caractérisée par un nouveau mode de gouvernance impulsé aux universités publiques du Bénin par leurs conseils d'administration respectifs. Nous amorçons aussi une ère de changement. Et puisque tout changement appelle à une adaptation, je me dépêche d'ajouter aux vœux déjà formulés un autre dont l'importance pour 2022 ne me paraît pas des moindres. Je nous souhaite à vous et à moi de développer une rapide et bonne aptitude à la résilience. Si ce dernier vœu se réalise, c'est que la motivation n'est pas perdue, la persévérance au service de la République non plus. Et la présentation des vœux était aussi au cœur des échanges de cette séance de la coordination départementale Atlantique 2 de l'Union progressiste d'Abomey-Calavi. Elle était au contact de ses militants ce samedi. Objectif, échanger sur les activités du parti. Jean-Claude James, Patrick Nimabo. Il est temps de partir, il est grand temps. L'hymne du parti après l'hymne national, repris en chœur par les militants et une forte délégation de la coordination départementale Atlantique 2 de l'Union progressiste. C'est le ton de cette cérémonie de présentation de vœux qui est ainsi donné. Cette année 2022, que ce soit pour chacun de nous une année de bienséance. C'est une joie
Nous sommes entre députés, maires, adjoints au maire, CA, conseillers communaux, délégués, suppléants, leaders du parti, le réseau des femmes UP. Tous nous sommes ensemble, pour œuvrer à l'enracinement de notre parti. À cette séance, le point de la distribution des cartes de membres a été fait et des préoccupations ont été exprimées. Erreurs sur les cartes, difficultés relatives à leur retrait, contributions financières pour l'établissement qui s'élève juste à 200 francs et besoin de formation pour les jeunes. J'ai été franc avec les parents pour dire que les 200 francs que nous exigeons pour les cartes, c'est une contribution. Et nous voulons des militants engagés. Maintenant, pour les cartes qui arrivent erronées, où les gens reprennent, ça ne sort pas, nous avons pris l'engagement de mettre les bouchées doubles pour que tous ceux qui se sont enroulés puissent avoir leurs cartes bien lisibles et bien exploitables. Avant de rallier à Bomé-Calavi, la délégation était à Soava et à Zé, car c'est ensemble qu'ils veulent maintenir le cap. Le cap de nouvelles victoires, certainement. Tout un autre genre de cérémonie à présent, une cérémonie de remise de prix aux lauréats du projet Excellence d'Afra. Ce projet met en compétition des étudiants de la Faculté des sciences de la santé FSS sur divers sujets de médecine. Les temps forts de cette cérémonie avec Christelle Tongodo et Edmond Humbo. 14 finalistes ayant compétit dans 2 catégories, communication scientifique et génie médical. Ils sont gratifiés par la firme d'Afra Pharma. Ils repartent avec des chèques, des ordinateurs portatifs et plusieurs gadgets. Le grand merci ira à l'endroit du laboratoire d'Afra Pharma qui a pensé aux étudiants en médecine pour l'organisation de ce projet, puisque rares sont les événements qui viennent dans notre faculté pour promouvoir l'excellence. Le concours d'éloquence organisé par d'Afra Pharma a un but précis, célébrer l'excellence en milieu estudiantin. D'Afra Pharma a initié ce projet dans le but d'encourager la culture de l'excellence en milieu estudiantin. Et pour cette année, cette première édition, nous avons choisi de piloter ce projet avec les étudiants en médecine de la faculté des sciences de santé de Cotonou. Nous avons développé la communication scientifique, nous avons développé aussi le génie médical qui débouche sur l'éloquence. Voir la faculté de nos jeunes frères, des étudiants, de pouvoir quand même prendre la parole et tenir devant le public, de pouvoir argumenter, puisque nous sommes dans le domaine de la science. D'Afra Pharma est une entreprise pharmaceutique européenne basée en Belgique. Elle est présente depuis 25 ans dans une trentaine de pays africains, dont le Bénin. Et une autre sport à présent. L'Espoir Football Club de Kalalé est sacré championne du tournoi de football Jeunesse et Solidarité. Pour cette 4e édition organisée par Adamou Mamasambo, les objectifs ont bel et bien été atteints. Patrick Ayadji. Un coup de tête décisif dans les dernières minutes de cette finale. Un but libérateur pour Espoir FC de Kalalé. Secoué en première période par l'équipe de l'arrondissement de Peyonga, les Noirs de Kalalé Centre ont eu le supplément d'âme nécessaire pour renverser 2-1 leur dernier client. Ils arrachent ainsi le trophée de cette 4e édition du tournoi de football Jeunesse Solidarité. On veut que la prochaine aussi, nous aussi, c'est-à-dire on va prendre pour nous. Ça n'allait pas, mais on a forcé pour surmonter, qui nous a donné la force pour qu'on puisse aggraver le score. Les objectifs sont atteints parce que tout s'est bien passé d'abord, parce que quand la jeunesse se réunit comme ça, parfois l'adrénaline monte un peu fort. Donc c'est une réjouissance complète. Et il y avait 20 équipes au départ. Nous sommes aujourd'hui arrivés avec les 2 finalistes, ce qui nous ragaillardit. C'est un jour de fête. C'est pour ça que vous voyez cette ambiance derrière nous. La jeunesse a été à rendez-vous. La population de Kalalé est au rendez-vous également. Nous ne pouvons que féliciter les 2 équipes qui nous ont fait montre d'un bon niveau de football et surtout de fair play entre ces 2-là.
le parrain de l'événement, tout en encourageant les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures sportives, a plaidé pour l'érection d'un stade communal au profit de Kalalé. Et cet hommage à présent, hommage rendu à l'ancien international béninois et ancien joueur du mythique club des requins de l'Atlantique, Charles Arwandino. Il a rendu l'âme le 8 janvier dernier et avant son inhumation, sa famille sportive lui dit un dernier adieu. C'était au stade général Mathieu Kérikou, Blaise Adanko et François Zinsou pour le reportage. On retiendra surtout l'unique but marqué contre les Dragons de Lemay en finale de la Coupe du 30 novembre en 1981 au stade René Pleven dans un match qui a marqué plus d'un. Ce jour-là, il a fait se lever tout le stade René Pleven avec son but. Mais depuis le 7 janvier 2022, la mission de Adjovi Charles Arwandino alias Tadien est terminée sur terre. À l'heure de rendre hommage à l'ancien attaquant des requins de l'Atlantique des années 80, la salle a aussi fait son plein. Moment d'émotion pour le monde footballistique béninois. Ses coéquipiers en club et en sélection, ses anciens adversaires sur la pelouse, ses amis sportifs lui rendent un dernier hommage. Il y a tellement de bonnes choses, surtout les bonnes choses qu'on a vécues en équipe nationale, à une époque où il n'y avait pas de moyens. Tu as fait tes armes au sein des requins de l'Atlantique et de l'équipe de la Sobebra. Tu as aussi fait tes preuves en sélection nationale avec les Écureuils du Bénin. Charles Arwandino est décédé à l'âge de 64 ans. L'ancien avant-centre des Écureuils du Bénin a marqué les esprits sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est lui qui œuvre pour que les joueurs du nord au sud se retrouvent n'importe où. C'est un phénomène. Vous savez, Tadien marque des buts de dernière minute. Après ces hommages, la dépouille de Charles Arwandino sera inhumée au cimetière d'Adjagbo. On fait maintenant le point de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Les quarts de finale ont débuté hier samedi et ce dimanche, les Lions de la Teranga du Sénégal rencontraient les Équato-Guinéens. Une rencontre soldée par un score de 3-1 en faveur des Sénégalais. Mais avant, les Pharaons d'Égypte sont passés en demi-finale face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Voici le résumé de ce 3e quart de finale de la CAN 2021 avec Blaise Adanko. Les Marocains avec... C'est l'heure à présent de l'hebdomadaire Tour du Web. Au menu de ce numéro, les nouveaux chiffres des usages d'Internet à travers le monde qui sont désormais connus. Ils ont été publiés dans un rapport. Les échos du web nous amènent également au Cameroun et enfin dans les coulisses des photos à succès sur Instagram. Maurice Tantan et Patrick Pellengue ont signé la compilation. Comme chaque année, à la même période, WIA Social et Outsuite ont révélé les chiffres de l'usage de l'Internet dans le monde. Ceci s'est fait à travers la publication cette semaine de l'étude Digital Report 2022. Parmi les enseignements les plus importants de ce rapport 2022, on note une augmentation de 4% du nombre d'internautes dans le monde qui atteint désormais la barre des 4,950 milliards de personnes. Plus de 92% de cet effectif a accès au web grâce à un appareil mobile et près de 5 milliards de personnes sont actives sur les réseaux sociaux. Autre information de ce rapport, le temps moyen qu'un internaute passe sur la toile augmente et s'établit désormais à 6h58 minutes par jour. Petit détour par le Cameroun où la CAN de football continue d'agiter la toile. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, les internautes ont témoigné de leur admiration à l'équipe des Comores. Bien que diminuée par de nombreux forfaits, la sélection comorienne a fait héroïquement face aux Lions indomptables du Cameroun avant d'être éliminée.
Sur Facebook et sur Twitter, un seul mot est revenu très souvent pour saluer la performance des Selankat. Respect. Enfin, qu'est-ce qui fait le succès d'une photo sur Instagram ? Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis ont tenté de répondre à la question. Après plusieurs mois d'études, les universitaires ont constaté que les images les plus populaires sont d'abord simples. Elles ont une bonne qualité de couleur, sont bien éclairées et surtout respectent une bonne répartition entre la largeur et la longueur. À noter que pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques ont travaillé sur un échantillon de 150 000 images. Et pour la page inter à présent, aux Pays-Bas, le gouvernement est sommé d'agir contre l'impunité des agresseurs sexuels. Pendant ce temps, en France, la gauche est suspendue au verdict de la primaire populaire et au Burkina Faso, c'est le ballet diplomatique de la CEDEAO. On s'achemine vers un ballet diplomatique de la CEDEAO au Burkina Faso. Une mission ministérielle est attendue dans le pays ce lundi avant une nouvelle réunion des chefs d'État prévue jeudi qui décidera de l'adoption ou non de nouvelles sanctions contre la junte. Mais à Ouagadougou, l'organisation n'a pas bonne presse. La jurisprudence malienne est passée par là. La gauche française est suspendue ce dimanche au verdict de la primaire populaire. Si Christiane Taubira est donnée favorite, une surprise n'est pas à exclure, y compris la victoire d'un candidat refusant de reconnaître le résultat au risque d'ajouter encore à la confusion. À la base, la primaire populaire avait un objectif simple, désigner un champion capable de réunir toute la gauche pour porter le fer à la présidentielle et pousser la porte du deuxième tour. Pour cela, cette initiative citoyenne a fini par sélectionner 7 candidats issus des différentes sensibilités de gauche, écologistes, socialistes et insoumises. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Amsterdam samedi pour dire stop au harcèlement et aux violences sexuelles et dénoncer l'immobilisme des autorités sur cette question 5 ans après la naissance du mouvement MeToo. Les manifestants réclament l'entrée en vigueur dans les plus brefs délais d'une loi qui est déjà en préparation. La culpabilisation des victimes, cela doit changer. C'est l'auteur du crime qui est responsable. Ces choses arrivent tous les jours aux enfants, aux hommes et aux femmes. La nouvelle loi doit être avancée. Elle est prévue pour 2024, mais son entrée en vigueur doit être avancée. Cette mobilisation intervient après des révélations d'agressions sexuelles survenues au sein des équipes de la célèbre émission The Voice of Holland. Des candidats y ont subi des violences sexuelles de la part des coachs et des responsables du programme télévisé. Une vidéo diffusée sur YouTube recense plusieurs témoignages des femmes victimes de ces violences. Retrouvez ce journal télévisé sur le www.ortb.bj. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.